Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. Nous faisons le tour des grands titres de la politique internationale de la semaine avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Christophe Ploquin. Bonsoir Jean-Christophe, rédacteur en chef et éditorialiste de La Croix qui est partenaire de la semaine dans le monde. Et cette semaine, vous titrez Élysée, j'y vais ou j'y vais pas. On se demande à qui ça s'adresse. Avec nous également Richard Verly. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir, correspondant permanent du quotidien suisse Le Temps à Paris bien sûr. Et CAC est avec nous. Bonsoir CAC, dessinateur de presse, président de Cartooning for Peace. Ziad Limam, bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine. En une d'Afrique Magazine, on ne l'a pas, mais en tout cas, on a autre chose. C'est-à-dire la semaine prochaine. Un mot sur le livre en fait, auquel vous avez collaboré, Ziad, Béchir Ben Yamed, J'assume, c'est aux éditions du Rocher, ça va sortir. C'est sorti, le 3. Il est créateur de Jeune Afrique et d'Afrique Magazine, Béchir Ben Yamed. Il est mort le 3 mai dernier, victime du Covid à 93 ans. C'était un patron de presse hors norme, une sorte de pionnier, le premier en tout cas qui a misé sur l'Afrique dans l'information, Ziad. Exactement, c'était une idée complètement folle de faire un journal hebdomadaire pour toutes les Afriques, à une époque où, il faut imaginer, on est en 1960, les frontières, les avions, enfin tout ça, c'était... Donc il a été un des créateurs, avec Nkrumah et d'autres, de cette idée qu'il y avait une Afrique, le panafricanisme. Et puis il a le journal, donc c'est son propre récit. On a contribué à faire venir ce récit, mais c'est son récit et le titre est assez intéressant parce que c'est... J'assume. Oui, j'assume. Il y a eu pas mal de débats en interne, mais on lui a demandé juste avant son décès si le titre le représentait. Il a dit tout à fait. C'est quelqu'un qui n'avait aucun regret, qui assumait ce qu'il avait fait de bien, ce qu'il avait échoué, qui assumait les ambiguïtés de sa vie, qui assumait le fait qu'il était à la fois journaliste, politique, entrepreneur, puisqu'il faut être entrepreneur pour faire vivre. Ceux qui font des journaux savent qu'il faut être entrepreneur pour les faire vivre. Et donc voilà, donc c'est une espèce de 60 ans de vie de journalisme. Et puis, avec des révélations inédites. Alors il y a quelques révélations inédites. Il y a pour ceux qui s'intéressent à la période des indépendances, il y a 2 ou 3 révélations, en particulier une rencontre entre Bourguiba et Mendes qui était inconnue jusqu'à ce jour. Il y a son histoire avec Foccart qui est extrêmement intéressante parce que voilà, Monsieur Afrique. Oui, on avait quand même 2 personnages extrêmement différents. Il y a le portrait d'un certain nombre de gens, ça va de Boumedienne à Fouette à Ouattara à Senghor. Donc son regard Bongo. sur ces personnalités. Oui, et puis il y va franco. Il n'a pas beaucoup de voilà quoi. Il y va cash. C'est sans fausse diplomatie. Donc ça s'appelle J'assume. À la une cette semaine. C'était la COP 26 bien sûr, la COP 26 de Glasgow. Nous sommes pratiquement à mi-chemin. 196 pays réunis en Écosse pendant 2 semaines. Après 5 jours, 3 accords ont été signés. Un accord sur la déforestation, un accord sur le méthane et un accord sur le charbon qui vise à la sortie du charbon dans les années 2030 pour les pays développés et dans les années 2040 pour le reste du monde. On écoute Joe Biden. C'était au tout début de la COP, de cette COP 26. On va voir qu'il est ambitieux, le président américain. Une question cruciale se pose à nous. C'est simple. Allons-nous agir? Allons-nous faire ce qui est nécessaire? Allons-nous saisir l'opportunité immense qui s'offre à nous? Ou bien allons-nous mener les générations futures à la souffrance? C'est cette décennie qui apportera des réponses, cette décennie. La science est claire, nous n'avons que très peu de temps devant nous pour être plus ambitieux et pour être à la hauteur. Cette décennie est décisive. Richard Verly, c'est une bonne dynamique, ces 3 accords signés cette semaine? Ou c'est juste de l'affichage? J'en suis pas si sûr, parce que quand même on a l'impression que cette COP26, elle a du mal, elle patine. Bien sûr, ces accords auxquels vous avez fait référence ont été adoptés. Je note quand même qu'un très grand pays, l'Indonésie, s'est désolidarisé de l'accord sur la déforestation, ce qui n'est pas quand même un petit changement. Après l'avoir signé, me semble-t-il. Absolument. Donc je crois qu'il y a un momentum qui n'est pas encore atteint. La meilleure preuve, c'est bien évidemment l'absence du président chinois, qui n'a même pas envoyé de message vidéo. À un moment, on a pensé qu'il le ferait. Et on voit bien que dans la rue, il y a une déception. Vous voyez tout à l'heure avec les reportages. Donc, au fond, si on voulait paraphraser La Croix, on dirait toujours qu'on y est à j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Alors, justement, Jean-Christophe Ploquin, j'y vais ou j'y vais pas. En tout cas, pour Greta Thunberg, pour citer son tweet, c'est du blablabla, blablabla, c'est ce qu'elle dit. C'est ça, donc elle est dans son registre, elle est dans le registre d'une génération
qui a peur effectivement pour l'époque future, dans 30 ans, dans 40 ans. Elle est dans un registre de mobilisation. C'est vraiment celui de Greta Thunberg et c'est très bien qu'elle soit là. Je pense que les États ont envie d'avancer. Il y a des mesures qui sont prises. Je pense que les observateurs réalistes actuellement disent on n'y est pas. C'est-à-dire si on veut vraiment limiter à moins de 1,5 degré l'élévation de température. On est loin du compte, ils le disent tous. On est très loin du compte, voilà. Et donc, est-ce qu'il faut accélérer? On entend des voix qui disent, en fait, le problème de la COP, c'est qu'elle reste dans un espoir que finalement les évolutions technologiques, voire les révolutions technologiques vont permettre de limiter l'émission des gaz à effet de serre. D'autres disent, non, c'est la décroissance. Il n'y a que la décroissance qui nous permettra d'y arriver. Voilà, on est dans ce débat d'idées et pendant ce temps-là, effectivement, l'horloge du climat continue à tourner. Ziad, c'est le sommet de la dernière chance? Oh non, on en est au 25e sommet de la dernière chance. Déjà, à Rio de Janeiro, avec Chirac, on était la planète brûle. Donc elle a eu le temps de brûler 20 fois. Non, moi, Trois accords. Non, je pense qu'il y a une vraie problématique. C'est-à-dire qu'il y a deux questions auxquelles on ne répond pas vraiment. Tu le disais en partie. D'abord, quel modèle on veut? Il y a des gens on ne peut pas dire on va décroître à la planète Terre. On ne peut pas dire à la moitié de l'humanité qu'elle n'aura pas accès aux mêmes manières de vivre que l'autre moitié de l'humanité qui s'est baffrée pendant un siècle et demi et qui elle-même ne veut pas non plus diminuer. Donc il y a une vraie discussion sur quelle croissance à long terme, quelle croissance verte, quelle croissance durable, etc. Et personne. Est-ce qu'on a encore le temps de discuter sur ces grands On n'a pas vraiment le choix. Quand vous augmentez le prix du gasoil ou que vous augmentez les taxes, vous avez une demi-révolution. Quand vous empêchez les forestiers indonésiens de couper du bois, il y a la révolution. Donc c'est juste, c'est pas une discussion théorique. Et le problème, je pense, d'une partie de l'écologie militante, c'est qu'ils pensent que c'est une discussion théorique, qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et que la planète va s'arrêter, on va se mettre en décroissance, c'est super, les arbres vont pousser, il va y avoir des fleurs, et c'est juste qu'il y a quand même 5-6 milliards d'êtres humains qui ont besoin de croissance pour travailler. Donc comment on shift ça? Et la deuxième chose, c'est l'argent. On connaît les chiffres, on sait qu'il faut entre, 1000, 1500, 2000 milliards de dollars sur les 10 ans qui viennent pour faire muter ce système. Quand vous allez, je prends un exemple, quand vous prenez les pays d'Afrique ou même la Chine aujourd'hui, pourquoi elle n'est pas venue? Parce qu'elle remet du charbon dans la machine, puisqu'il n'y a plus d'électricité. Elle remet du charbon dans la machine. Donc on remet du charbon dans la machine. Si vous dites aujourd'hui à un pays africain, une centrale à charbon, ça vaut 2, et une centrale à gaz, ça vaut 5, et une centrale éolienne, ça vaut 10, le gars, il ne va pas réfléchir 50 ans. Il va aller à la centrale à charbon qui vaut 2, qui peut payer, qui va mettre de l'électricité. Et tant qu'on n'a pas résolu les flux financiers du nord vers le sud, parce que c'est le sud qui va commencer à... Enfin, on voit bien que ça se passe là-bas aussi. Tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là, on continuera à discuter à Glasgow, et la prochaine, elle est où? Elle est à... je ne sais pas où. Je ne sais plus. On va attendre que celle-là se termine. La seule chose, c'est que ça mobilise les plus jeunes d'entre nous qui, eux, sont bien conscients que ces discussions prennent trop de temps. Et ils sont plutôt dans la rue, ceux-là, Richard. Est-ce qu'il y a un modèle de mix énergétique en Suisse? Il y a un modèle en ce sens qu'on a, comme l'Allemagne, décidé d'en finir avec le nucléaire. Ce sera 2035. Comme en Allemagne, on n'est pas sûr qu'on y arrivera. Donc bien évidemment, on a cet avantage d'avoir d'importantes centrales hydroélectriques grâce au massif alpin. Mais là encore, vous avez toute la question qui se pose du changement climatique. Donc je crois que le modèle qu'on s'est fixé, on n'a pas encore l'assurance qu'il sera tenable. Et de toute manière, ce qui est sûr dans le cas de la Suisse, c'est que vous ne pouvez pas dissocier l'équation d'un petit pays comme la Suisse de celle des pays environnants. Donc en réalité, le mix énergétique auquel il faut penser, c'est un mix énergétique européen. Et c'est une partie du problème, parce qu'on voit bien que, par exemple, sur un dossier comme le nucléaire, aujourd'hui, il y a une opposition radicale entre la position française et, par exemple, celle de l'Allemagne et d'autres pays. Jean-Christophe, un dernier mot. Oui, c'est tout à fait exact. On va vers une confrontation très dure dans les prochaines années à Bruxelles entre la France et l'Allemagne, parce que le gouvernement qui est en train de s'élaborer en Allemagne compte les Verts. Hein, il y aura les Verts au gouvernement. Les Verts allemands, un peu les Verts français aussi, mais c'est émotionnel face au nucléaire. C'est-à-dire, ça fait vraiment partie de leur identité. Pour certains, ça fait partie de leur jeunesse. Quand ils avaient 20 ans, ils se sont battus contre le nucléaire. Aujourd'hui, ils en ont 50. Ils vont arriver au pouvoir. Il est hors de question pour eux que le nucléaire soit reconnu au niveau européen. La France, c'est exactement l'inverse. La France a bâti sa stratégie énergétique sur le nucléaire. Et même si on voit qu'aujourd'hui, il faut aussi mettre beaucoup de renouvelables,
elle va continuer à moderniser son appareil nucléaire. Et l'enjeu, effectivement, à Bruxelles, c'est celui de est-ce que Bruxelles va accepter que des investissements divers pourront aller vers le nucléaire ? Si oui, ça va permettre à beaucoup de fonds à travers la planète de venir aider, financer finalement les programmes nucléaires qui continuent. La Pologne veut se doter de centrales. Sinon, ça veut dire que les pays qui voudront continuer le nucléaire ne pourront le faire qu'avec leur propre argent. On voit bien en France que ça peut coûter. Alors on voit bien donc que Glasgow n'est encore qu'un début. CAC, alors les dessinateurs ont de quoi faire, j'imagine, avec cette thématique du climat. Oui, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. On a été difficile d'en choisir trois dessins. Exactement. Donc, je me suis dit, on va prendre ceux-là qui résument un peu l'ensemble des paramètres, si je puis dire. Le premier, pourquoi il m'a amusé ? Parce qu'il est très graphique. Ça se passait en Écosse, donc forcément la cornemuse. Et là, vous voyez une cornemuse dont on devine déjà un petit peu le type de musique qui va en sortir. Oui, Ce sera sans doute aussi désagréable que la vraie musique de cornemuse. Et donc, c'est un dessin de Sven. C'est un dessin de Sven pour l'Aargauer Zeitung, dessinateur suisse. Nous avons maintenant un dessin de Chonu. Alors Chonu, vous savez, grand dessinateur français, celui-ci est pour l'Union Lardennais. Et quels sont les gestes pour la planète ? Alors lui, il a pensé aux absents, donc vous voyez quels sont les gestes pour la planète que font la Chine, le Brésil et la Russie. Bon, inutile, je pense que je vous résume. Et puis, on peut enchaîner avec un autre dessin de dessinateur français qui s'appelle Kurt. Et lui, qui parle de ce dont vous parliez, c'est comment on va faire, si jamais il y a des restrictions, pour compenser pour les gens qui ne peuvent pas se le permettre. Eh bien, le président Macron, après le chèque carburant que nous avons eu le mois dernier, fera évidemment des chèques climatisation, nous suggère Kurt. Ça, c'est très drôle. Bon, une autre une, bien sûr, cette semaine, c'est celle d'Angela Merkel qui fait ses adieux à la France, à Emmanuel Macron. Ça s'est passé, le président français a d'abord salué le parcours exceptionnel de la chancelière. Il l'a accueilli, c'était mercredi à Beaune, en Côte d'Or. Et après 16 ans au pouvoir, la chancelière a travaillé étroitement avec 4 présidents français. Emmanuel Macron lui a remis la Grande Croix, la distinction la plus élevée de l'ordre de la Légion d'honneur, une décoration décernée à Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Kohl ou encore Gerhard Schröder, et qui incarne la solidité de l'amitié franco-allemande, entretenue bien sûr par Angela Merkel. On écoute Emmanuel Macron. Merci de cette patience et cette allusion à mon égard. Mais plus largement, merci infiniment, chère Angela, pour tout ce que tu as fait pour notre Europe. Bon, c'était plus l'image que le son, là, il faut le dire. Richard, qu'en pensez-vous ? Est-ce que, bon, c'est une fervente européenne, très clairement, Angela Merkel. Est-ce que l'Europe va subir ce départ ? L'Europe est inquiète de la voir partir parce qu'elle avait beaucoup de défauts, notamment l'attentisme. On l'a vu pendant la crise économique de 2009, ensuite avec son prolongement pendant la crise grecque. Elle a fait patienter tout le monde, mais on savait quand même qu'à la fin, elle prendrait la bonne décision. Il y avait cette conviction qu'au dernier moment, elle se révélerait être une grande européenne et qu'elle agirait dans l'intérêt général de l'Europe, y compris contre le Bundestag, ou en tout cas malgré les difficultés qu'elle rencontrait face au Parlement allemand, et même les difficultés qu'elle a rencontrées avec la Cour constitutionnelle allemande. Eh bien, parce qu'elle a accepté l'endettement, voilà. Par exemple. Donc il y avait ce sentiment que, certes, elle tergiverse, c'est difficile, c'est dur, mais in fine, elle prendra la bonne décision. Est-ce que son successeur sera de la même trempe ? Est-ce qu'on pourra, notamment compte tenu de la coalition politique qui sera la sienne, avoir la même garantie ? Au fond, c'est la garantie Merkel qui va peut-être manquer à l'Europe. Ziad, pour les citoyens européens, Angela Merkel est la dirigeante qui inspire le plus confiance. Donc effectivement, elle va manquer. Oui, mais c'est la règle. Oui, enfin, elle manquera ou manquera pas. On verra bien comment ça se passe avec le nouveau gouvernement allemand. Moi, je pense que c'est une démocratie stable. Je vois pas de risque que les nouveaux dirigeants allemands soient totalement en décalage par rapport au merkelisme sur les questions européennes, parce que ça, c'est un consensus. Il y a la question de l'énergie, on en parlait sur le nucléaire, mais sur le reste, il y a consensus. Il y a quand même le plan de relance européen qu'il faut mettre en place. Donc, je pense que c'est intéressant. Moi, ce que je trouve plus émouvant, c'est la partie personnelle, et on a l'impression que c'est son chouchou quand même dans la bande des 4, celui avec lequel elle s'est peut-être le mieux entendue. D'abord, c'est à eux deux qu'ils ont fait ce fameux plan sur de relance, et le plan de relance. Et donc quand même c'est important. Et puis il a eu une phrase, lui, pour dire merci de m'avoir beaucoup appris. Je ne pense pas que Hollande, je ne pense pas que Sarko, je ne pense pas que les autres lui aient dit ça. Et je pense que ce rapport d'âge et cette espèce de mise en scène d'un passage de témoin, je pense que Macron compte beaucoup être la pièce centrale après du dispositif européen. C'est une sorte de passage de relais vers... Une dernière chose, on parle beaucoup d'amitié franco-allemande. Moi, j'ai quand même je trouve que le mot amitié est très fort. Je pense qu'il y a un mariage de raison qui est très puissant. L'amitié, l'amour, j'en sais rien. Mariage de raison très puissant depuis
depuis l'origine de l'Union après la guerre. Jean-Christophe, une femme puissante, hein, on peut titrer aussi certains quotidiens, une longévité exceptionnelle, 16 ans. Quel est l'héritage d'Angela Merkel? C'est la capacité à faire des compromis? Ah oui, je pense que c'est un compromis. En même temps, elle avait un art du compromis, comme disait Richard tout à l'heure. C'est jamais le... Elle a elle-même pas forcément beaucoup forgé les compromis, en tout cas au niveau européen. Les idées sont souvent venues d'ailleurs et elle s'est en général mise au centre de gravité de là où le compromis était possible. Donc elle évalue, c'est quelqu'un de très pragmatique, elle évalue le rapport des forces. Elle a évidemment quand même en tête d'abord les intérêts de l'Allemagne et ensuite elle forge son compromis. Il y a quand même l'épisode, un moment, sur la Grèce, est-ce qu'on la garde dans la zone euro ou pas? Elle s'était laissée convaincre que la Grèce devait partir. C'est François Hollande qui a, du coup, avec fermeté, dit que pour la France, c'était pas possible. Donc là, elle a compris que ce n'était pas possible. Et elle s'est donc, finalement, elle s'est retournée contre son ministre des Finances, contre le consensus qu'il y avait au Bundestag, parce que là, il y avait un enjeu, effectivement, d'équilibre européen qui aurait été vraiment brisé si jamais elle suivait l'exclusion de la Grèce. Mais donc, elle a toujours, pour moi, c'est quand même d'abord une pragmatique. Je ne dirais pas que c'est une euro-enthousiaste. C'est la chancelière d'un pays qui est au centre de l'Europe et donc qui a besoin que tout autour, il y ait de la stabilité pour que les entreprises allemandes fassent le meilleur business possible. Et donc, c'est ça qui a conduit finalement son action. Il faut quand même dire aussi que durant son dernier mandat, finalement, peu de choses ont bougé, peu de décisions ont été prises. Et donc, elle laisse au nouveau gouvernement des décisions, sans doute un peu de rupture, sans doute des plans d'investissement qui vont devoir être importants, qu'elle a refusé de faire. Sur le numérique également, un certain nombre de dossiers. C'est ça. CAC, comment les dessinateurs ont-ils croqué justement ces adieux d'Angela Merkel? Il y a 3 dessinateurs français que ça a beaucoup amusé, cette visite de Mme Merkel. D'abord Mikaya, qui vous présente ici la rencontre. Et donc évidemment, il y a la chancelière à gauche et le chancelant à droite. C'est simple, mais ça fonctionne assez bien. Ça ne marche jamais dans les dessins. Et puis après, vous savez qu'ils sont allés évidemment boire un coup et dîner. Alors d'abord, ils ont bu un coup, c'est ce que nous montre Piette. Tournée d'Angela Merkel. D'accord, mais chacun paye sa conso. Il n'y a pas marqué BCE ici. Allusion évidemment à la Banque Centrale Européenne et sa politique un peu accommodante. Et vous allez voir que même au moment du dîner, chacun est dans son rôle, puisqu'au moment où est arrivée la note, Macron a dit « Mettez ça sur ma dette ». C'était un dessin, de Mr. T, le 3e. Merci à tous les 4. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. Suite de la semaine dans le monde sur France 24, je suis toujours avec les éditorialistes Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, Richard Verly, correspondant permanent du quotidien suisse Le Temps à Paris, CAC, dessinateur de presse, président de Cartooning for Peace, et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. À la une également cette semaine, l'Éthiopie. L'Éthiopie où la guerre civile fait rage et menace de s'étendre à l'ensemble du pays. L'émissaire américain est à Addis Abeba pour tenter d'arracher la paix. Les rebelles tigréens progresse vers la capitale éthiopienne, mais le gouvernement d'Abiy Ahmed promet de se battre jusqu'au bout pour sa survie. 9 groupes rebelles, dont les Tigréens d'ailleurs du TPLF, ont annoncé faire alliance contre le gouvernement d'Abiy Ahmed. Dans la capitale, l'inquiétude grandit. Washington vient d'annoncer qu'il recommande maintenant aux Américains de se préparer à quitter l'Éthiopie, où la situation sécuritaire est très mouvante. On écoute le Premier ministre éthiopien. L'Éthiopie ne s'effondrera pas. L'Éthiopie sera prospère. L'Éthiopie existera toujours avec son honneur. Elle vaincra avec le sang et avec les os de ses enfants tous ceux qui la défient. Ziad, quelles sont les chances que les rebelles prennent Addis Abeba? Ils sont à 400 km. Je ne sais pas militairement ce qu'ils sont capables de faire. En tous les cas, politiquement, c'est ce qu'ils ont très envie de faire. Moi, je trouve que c'est une véritable tragédie africaine, parce qu'on peut parler des rapports de force, mais c'est quand même une tragédie africaine. 110 millions d'habitants, 10 ans de croissance. Il faut se rappeler aussi que c'est le siège de l'Union africaine. Il faut se rappeler aussi des avions d'Ethiopian Airlines qui volent dans le monde entier. Enfin, c'est pas notre petite province du coin. C'est juste stupéfiant que des conflits anciens n'ont pas pu se résoudre et sont arrivés à une situation de guerre civile et de dislocation d'un pays qui est essentiel, parce que
l'Éthiopie, on peut parler du Soudan, on peut parler de l'Égypte qui est juste au-dessus, l'accès. On peut parler de Djibouti, qui est quand même une république proche de la France, qui se trouve juste à côté. Donc c'est quand même terrible. Et puis, c'est quand même aussi très politique. C'est-à-dire que tous ces conflits en Afrique, il y a toujours quelque chose de très, très politique. On veut toujours les ramener à des histoires d'ethnie qui se rentrent dedans. Mais les Tigréens ont été... Une guerre de pouvoir, finalement. Oui, parce que les Tigréens ont été très longtemps... Ils sont une minorité qui a très longtemps été au pouvoir. Meles Zenawi, qui a été le grand président éthiopien, était tigréen. Et il était le produit d'alliances, mais les Tigréens étaient au centre du jeu. Ce qui se passe avec Abiy Ahmed, c'est le changement des alliances. Et donc, d'une certaine manière, la mise un peu à l'écart des Tigréens et de leurs alliés, parce que c'est un pays aussi qui est constamment secoué par des insurrections, où il y a le plus grand nombre de réfugiés intra-frontières. C'est-à-dire, on ne le sait jamais, mais il y a des centaines de milliers de réfugiés à l'intérieur de l'Éthiopie, d'une région à une autre. C'est une fédération d'États-nations, on ne le sait pas beaucoup aussi, c'est-à-dire que chaque nation, l'Oromo, le Tigré, l'Amara, c'est des pays, enfin c'est presque des pays, ils ont des dévolutions de droits très importantes, ils ont des parlements, ils ont leur propre justice. Donc c'est juste absolument stupéfiant que ce qui était donné en exemple d'une possible success story africaine avec toutes les composantes de l'Afrique, c'est-à-dire ce côté extrêmement... avec un Premier ministre prix Nobel de la paix. Premier ministre prix Nobel de la paix, etc. Ça finit dans une guerre civile qui peut entraîner quand même 110 millions de personnes dans une situation de somalisation, pays d'à côté. Somalisation, donc c'est quoi? Dissolution, oui, dissolution d'un pouvoir central, des provinces qui vont régler leurs comptes entre elles. Et donc on voit que bon, les Américains ont mis les gros moyens pour essayer d'arrêter ça. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est le silence absolument stupéfiant de l'autre super pouvoir. C'est-à-dire la Chine, qui est très impliquée en Éthiopie. Quand vous allez à Addis, il y a des kilomètres d'usines chinoises. Donc elle est silencieuse, mais elle est présente. En tout cas, ils ont des usines à chaussures, ils ont des usines à je sais pas quoi, ils sont partout. Mais alors, c'est ça qui me fascine. Voilà, on parle d'une superpuissance, mais il y a zéro soft power. C'est-à-dire, elle ne parle pas. Elle n'intervient pas, alors qu'on est vraiment dans une zone où ils sont très impliqués. Ils sont présents à Djibouti dans les ports. Ils veulent sécuriser le passage parce que toutes leurs exportations passent par le fameux détroit de Bab el-Mandeb qui se trouve entre l'Arabie et l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas alors qu'en fait ils ont tout à perdre d'un grand conflit au sein? Ils attendent toujours de voir qui sera le dernier survivant sur le ring. C'est une approche. C'est une approche. Richard, sur cette Éthiopie donc, qui se disloque. Effectivement, il y a un émissaire américain sur place qui est en train d'essayer de négocier. Non, ce qui est terrifiant, c'est la force des symboles. D'abord, le Premier ministre qui a été prix Nobel il y a seulement 2 ans et qui maintenant se retrouve quand même à être un chef de guerre. Il était prix Nobel de la paix et le voici chef de guerre, certes assiégé, mais néanmoins il est en train de prendre la tête d'une contre-offensive. Ensuite, ce que disait Ziad à l'instant sur la Chine, moi ça pose une autre question, c'est qu'au fond, toute cette idée que la croissance africaine va finalement stabiliser le continent et que l'outil et l'instrument principal de la croissance africaine, c'est potentiellement la Chine. Si l'Éthiopie vacille, tout ça s'écroule. C'est-à-dire que cette idée que, encore une fois, la Chine, parce qu'elle est capable, elle, de construire plus rapidement que les Occidentaux des ponts, des écoles, des gymnases ou que sais-je encore, des usines, tout ça, ça veut dire que ça ne tient pas face aux appétits de pouvoir, face à la capacité de petits groupes à se mobiliser parce qu'ils rappellent, encore une fois, ce que disait Ziad, des rapports de force très lointains, très traditionnels. Et donc, je crois que ça aura un impact sur la vision qu'on a de l'Afrique, de l'économie africaine, qui dépassera de loin la question de l'Éthiopie, d'autant que le siège de l'Union africaine est là-bas et que tout ce qui s'y passe aura un retentissement naturellement régional. Donc, vous êtes plutôt pessimiste, Jean-Christophe? C'est effectivement un désastre absolu, c'est-à-dire par rapport à un pays qui était vraiment un modèle pour toute l'Afrique. Il y a ces souffrances insoutenables qui sont infligées aux populations. Enfin, moi, j'en veux beaucoup à des dirigeants qui sont effectivement dans les calculs politiques, qui sont dans des rapports de force et de pouvoir. Et ce sont des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui sont menacées de famine, qui ont été victimes de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et ça va continuer. Et donc, oui, il y a vraiment une irresponsabilité, je trouve, de cette classe politique éthiopienne qui était quand même bien partie, qui avait un pays qui fonctionnait, qui pouvait avancer, et qui fait le choix plutôt de la guerre. Il y a des responsabilités d'Abiy Ahmed d'avoir déclenché cette guerre. C'est pas simple parce que c'est au moins un 50-50. C'est-à-dire que les Tigréens ont refusé
il y a toujours eu une tentative de déstructurer la fédération parce que le pouvoir central est à Addis. Enfin, on est quand même dans une histoire très fédérale qui se construit. Donc Addis est devenu le pouvoir, les Tigréens l'ont perdu. Ils ont joué le jeu à un moment. Quand ils ont vu que leur position s'érodait, ils ont multiplié les actes hostiles, dont 2 actes hostiles qui ont été de tenir des élections législatives alors que l'ordre fédéral était de ne pas faire les élections législatives en temps de Covid. Et puis, ils ont attaqué une caserne de l'armée fédérale. Mais enfin, armée fédérale, dit-on, parce qu'on n'a pas d'autres mots, mais en fait, elle s'avère très faible. Oui, mais Abiy Ahmed, justement, et Abiy Ahmed, on peut lui reprocher d'avoir pris une décision militaire au lieu de prendre une décision politique, et on peut reprocher à l'actuel gouvernement d'avoir affamé le Tigré en armes de guerre. Donc ça aussi, c'est... Voilà. Mais encore une fois... Mais Abiy Ahmed pensait peut-être pas s'enliser dans le conflit. Il pensait que ça serait rapide, qu'il allait... Oui, enfin, quand on parle avec les gens proches de lui, ils disent on était en danger. Quand on parle avec les Tigréens, on parle d'un équilibre. Donc, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que politique et diplomatique, mais il ne peut y avoir de solution politique que si la diplomatie met son poids. On parlait de la Chine absente, et un autre ensemble qui est totalement absent, c'est l'Union européenne. J'ai l'impression que l'Union européenne vit sur une bulle au-dessus, quelque part. Et les États-Unis, ils sont présents, mais est-ce qu'ils ont vraiment... Ils sont présents, ils envoient des émissaires, ils ont menacé de sanctions, ils font des sanctions. Il y a quand même une pression américaine. Une machine américaine qui peut... L'exemple du Soudan. Enfin, les sanctions américaines ont poussé extrêmement fort sur le Soudan. Et puis, les États-Unis ont aussi piloté une sorte de démembrement du Soudan. Donc on se dit, finalement, dans la région, ils savent que des mécanos sont possibles. Et jusqu'où vont-ils aller ? Non, ce qui est terrible, c'est que toute la région est menacée. C'est-à-dire que si l'Éthiopie se déglingue, je vous le disais, c'est Djibouti, la porte à côté, c'est le Kenya qui est pas très loin, c'est le Soudan, c'est les eaux du Nil, qui est un débat qui peut mener à la guerre, les eaux du Nil avec le fameux barrage. Donc il y a fortement intérêt à ce que la communauté internationale se mêle activement de cette histoire. Est-ce qu'ils trouvent un accord ? CAC. Alors même si les torts sont partagés, les dessinateurs, je dois le constater, eux, en veulent plutôt au Premier ministre Ahmed, sans doute en raison des espoirs qui ont été suscités lors de son arrivée. Ce premier dessin symbole de prix Nobel de la paix de Victor Ndula du Kenya nous montre le Premier ministre en train de faire un joli tableau avec une urne et des fleurs qui en sortent. On en est plutôt sur les messages du début après son élection, alors que pendant ce temps-là, derrière, on bombarde le Tigré. Ce dessin maintenant de Martin Volterink, dessinateur néerlandais, lui qui s'en prend à ce qu'il considère sans doute, j'imagine, comme de la propagande d'État. Vous savez, on relook les paquets de cigarettes pour faire de la prévention. Donc là, l'indépendance peut tuer, dit le paquet. Et enfin, celui-ci d'un autre dessinateur africain, Damien Glé, du Burkina Faso, qui lui revient au fameux prix Nobel. Alors c'est peut-être un peu loin pour vous, mais les lunettes que porte le Premier ministre Ahmed, ce sont les 2 médailles du prix Nobel. Et c'est lui qui le dirige lentement, tel un aveugle, vers visiblement une sortie de crise compliquée pour lui. Une grosse déception, donc, effectivement, de la part de ceux qui portaient tous ces espoirs sur ce prix Nobel de la paix. Autre une aux États-Unis, en l'occurrence en Virginie. Eh bien, cette semaine, on a vu que c'était le candidat républicain Glenn Youngkin qui l'a remporté face aux démocrates au poste de gouverneur, alors que cet État avait voté pour Joe Biden avec 10 points d'avance. Et bien sûr, un revers important pour le président américain qui doit passer au Congrès, vous le savez, ses plans de relance. On écoute le nouveau gouverneur, donc le républicain. Dès le premier jour, nous allons travailler. Nous allons restaurer l'excellence dans nos écoles. Nous allons investir le budget le plus important de l'histoire de notre État dans l'éducation. Nous allons investir pour les professeurs, pour de nouvelles infrastructures, pour une éducation spécialisée. Nous allons introduire le choix dans notre système d'école publique. Richard, c'est vrai qu'on entend ces arguments. Il a poussé pour l'éducation pendant la campagne en tant que républicain, alors que les démocrates avaient peut-être d'autres dossiers. C'est comme ça qu'il a gagné, ce qui est quand même étonnant. Oui, il gagne à un moment donné où il y a un doute sur Joe Biden, mais un doute qui est non seulement lié à la phase politique, au fait qu'on voit Donald Trump revenir au premier plan, mais ce qu'a promis Joe Biden, notamment les investissements, et là le candidat gouverneur élu parle beaucoup d'investissements, ça ne s'est toujours pas matérialisé. Donc là, Joe Biden a un énorme problème au fond, c'est qu'il a été élu outre
contre Donald Trump sur la promesse de défendre l'Amérique des classes moyennes. Et l'Amérique des classes moyennes, aujourd'hui, elle est inquiète. Elle a le sentiment que ce président n'est peut-être pas celui qui va la protéger comme il l'a promis. S'ajoute à ça, encore une fois, du côté du Parti républicain, c'est là qu'est l'énergie électorale, semble-t-il. Il y a des candidats qui veulent en découdre, qui veulent regagner le terrain perdu pendant la présidentielle. Donc effectivement, on voit une présidence américaine en difficulté. Maintenant, attention, il faut quand même faire la différence entre une élection locale en Virginie, même si c'est tout à fait à côté de Washington, et l'enjeu fédéral. Même s'ils ont voté tout de même pour Joe Biden avec 10 points d'avance. Absolument. Je crois que là-dessus, tirer de l'un des enseignements pour l'autre scrutin me paraît extrêmement tiré par les cheveux. Coup dur tout de même pour le camp démocrate, Ziad. C'est vrai que les midterms, c'est dans un an. Hein, coup de semonce, parce que ce que disait Richard, en fait, du côté des républicains, c'est assez simple. Ils sont à peu près d'accord sur tout et ils sont dominés par Trump. Ils font un peu attention, frein, accélérateur, et puis ils y vont. Les démocrates sont profondément divisés. C'est quelque chose qui existe depuis déjà la fin de l'ère Obama. Entre la gauche du parti et les modérés, il y a un monde, en fait. Il y a un monde de perception. Donc le blocage des deux grands plans actuels, c'est un blocage intra-démocrate. C'est-à-dire que la gauche du parti veut absolument que le plan social et le plan climatique soient votés. Et déjà, il a été réduit de moitié. Soit voté en même temps que le plan infrastructure, parce que le plan infrastructure, tout le monde est d'accord aux États-Unis, c'est génial, il y a du business, des autoroutes, on va faire des ponts, des aéroports, il va y avoir des contrats partout, les Américains adorent ça. Par contre, le plan social et le plan climatique, là, on est dans la guerre civile américaine, la guerre culturelle, et donc il y a un désaccord, et il y a un désaccord entre le Parti démocrate des notables, qui sont en fait des républicains modérés, et la gauche du parti, qu'on connaît très bien, Anita Cortez, toute cette gauche très, très revendicatrice, et qui ne veut pas se laisser faire. Donc le président est prisonnier de cet enjeu. J'espère qu'aujourd'hui, il aura une demi-victoire, au moins, à la Chambre des représentants sur la partie infrastructure, je crois, qui lui donnera du momentum. Et puis, il y a la débâcle, moi je pense que c'est important, la débâcle afghane, à jouer sur le mental des gens. C'est-à-dire que les gens, ils pensent à une Amérique forte, Bring Back America, c'est aussi l'América de ses soldats, de sa puissance, de voir les types partir en courant d'un aéroport d'un pays comme l'Afghanistan. Je pense que ça a été assez dévastateur en termes d'image, y compris sur les middle class américaines, les suburbs, qui quand même sont américains. Jean-Christophe, coup dur pour les démocrates. Coup dur pour les démocrates et pour un président qui voulait apporter une inflexion très forte sur le plan des dépenses et des investissements. Même rogner de moitié, ça reste quand même phénoménal. Ça reste phénoménal. C'est une rupture évidemment totale par rapport à l'ère Trump et même par rapport à l'ère Obama et même par rapport à Clinton. Clinton n'a jamais mis comme ça un paquet social aussi important avec une stratégie donc d'investissement dans les infrastructures, mais aussi sur les enjeux sociaux et écologiques. Donc le plan Biden, ça reste quand même quelque chose, à la limite, on en rêverait en Europe aussi, hein, autant de cash mis sur la table. S'il arrive finalement à faire passer ces deux plans, ce sera un succès. Mais effectivement, il y est toujours pas. Et effectivement, c'est, comme le disait Ziad, c'est vraiment cette division, ou en tout cas cette tension très forte au sein du Parti démocrate entre le sénateur qui a freiné Munchin, ce momentum. Ouais. Richard, justement, cette dichotomie au sein de cette gauche américaine, est-ce qu'il risque effectivement de perdre les élections dans un an? Et ça serait vraiment un coup dur pour Biden. Bien sûr. Bien sûr que c'est possible. Parce que là, elle est très ténue. Évidemment que c'est possible. Les midterms, on le sait, en plus, elles sont toujours elles sont toujours un vote sanction, ces élections, par définition. Or, si, comme on vient de le dire, Joe Biden n'a pas pu matérialiser sa promesse de relance et d'investissement, il y aura un ressentiment anti-Biden, il y aura un ressentiment anti-démocrate. Donc, le risque est réel. Je signale au passage que la vice-présidente américaine Kamala Harris sera à Paris la semaine prochaine pour le forum de Paris. Ce sera intéressant de savoir ce qu'elle va dire. Elle sera sûrement interrogée sur la situation politique américaine. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que Joe Biden a fait des promesses, évidemment, qu'il essaye de tenir, mais on a quand même l'impression, et peut-être est-ce l'âge, peut-être est-ce différents facteurs, qu'il n'arrive pas à incarner ses promesses. C'est-à-dire que les promesses sont là, le plan de relance est là, mais il y a ce doute sur la personnalité de Biden qui est en train de percer. Peut-il vraiment être l'homme de la situation, c'est-à-dire l'homme qui empêchera Trump de revenir? Et à partir du moment où ce verrou la saute, alors les républicains ont l'avantage. C'était l'homme quand même de l'expérience, Joe Biden, qui allait pouvoir trouver des compromis. Au début des élections, il était donné loser complet. C'est-à-dire il était à 3% dans ses propres Donc c'est pas primaires. mal. C'est quelqu'un qui a l'habitude de partir de très loin. C'est vrai.
d'être très patient. Il a ce côté, il connaît la machine par cœur, le congrès. Donc je pense qu'il faut vraiment se donner jusqu'à fin novembre, parce qu'il est possible que d'ici fin novembre, les 2 plans soient approuvés. Et vous verrez, hop, l'énergie va changer de camp. Il y aura peut-être une dynamique plus favorable. Ce qui n'empêchera pas démocrates. la guerre, encore une fois, la guerre culturelle. Le candidat républicain parle d'éducation toute la journée parce que c'est devenu un enjeu majeur. Qu'est-ce qu'on met à l'école publique américaine? Déjà ici, chez nous, c'est compliqué, mais alors, chez eux, entre Dieu, est-ce qu'il faut parler de l'esclavage, est-ce qu'il ne faut pas parler de l'esclavage, est-ce qu'il faut parler des multicultures? C'est tout le temps, c'est permanent, vous connaissez un peu. CAC. Les dessinateurs, vous le savez, aiment bien jouer avec les symboles. En politique américaine, c'est très pratique. On a l'éléphant républicain et on a l'âne démocrate, évidemment. Même nous, les Européens, jouent avec ça. Donc ici, Martin Volterink, le même que tout à l'heure, dessinateur néerlandais. Lui, il a joué sur l'expression driver's seat, le siège conducteur, celui qui, en gros, commande et dirige, qui jusqu'à là était un âne et qui se prend une sorte de parachutage d'éléphant sous les yeux ahuris de Joe Biden. C'est simple comme gag, mais c'est assez marrant, graphiquement. Un dessinateur américain, Bill Day, lui aussi joue avec l'âne. Alors cette fois-ci, il a perdu une de ses parties. Il a perdu sa queue en forme tout simplement de l'État de Virginie. Dessin très simple, mais aussi très cartoon, on se dirait dans un dessin animé. C'est assez amusant. Et une jeune dessinatrice du Venezuela, qui vient d'ailleurs de rejoindre notre réseau cette année, qui s'appelle Pinilla, et qui, elle, a voulu jouer avec le blason de la Virginie. Et je l'aime beaucoup, ce dessin, c'est très simple. Elle a repris le blason de la Virginie, je crois que c'est la déesse Athéna qui est représentée au départ. Normalement, vous avez au sol, évidemment, un adversaire antique classique. Et là, eh bien, non, c'est Joe Biden qui est couché sous le pied de l'État. Bravo à elle et bienvenue à elle. Donc, dans Cantoning for Peace, le prix Goncourt, on va dire un mot justement en cette fin d'émission. Prix Goncourt 2021 qui est remis donc à Mohamed Mbougar Sarr. C'est un romancier sénégalais qu'on connaît bien à France 24, 31 ans. Il a remporté donc la plus prestigieuse distinction littéraire avec son 4e roman, La plus secrète mémoire des hommes. C'est un symbole, Ziad, mais pas seulement. L'Afrique n'est pas à mettre à part dans l'histoire de la littérature, a-t-il dit au Monde. Et parfaitement, il a entièrement raison, c'est-à-dire qu'il y a une littérature africaine en français et en anglais et en espagnol et en portugais qui est d'une vivacité incroyable et qui émerge. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans le timing, c'est d'abord l'âge. Je trouve que 31 ans, c'est quand même assez spectaculaire. Et 2, il arrive à un moment où la France, de nouveau, est empêtrée dans ces discussions identitaires, le zémourisme, le lepénisme, etc. Et il apporte une autre image. Et moi, ce qui me frappe, c'est que dans le même temps, on a Zemmour, Mbougar Sarr, et dans quelques semaines, on va avoir Joséphine Baker au Panthéon. Et je trouve que voilà, on a l'image de la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois totalement métissée, totalement ouverte, totalement culturelle, et totalement renfermée, totalement inquiète, c'est même pas ça, totalement identitaire et raciste par certains moments. Et ces deux France, elles sont là devant nous, et on espère qu'il y en a une qui va s'imposer dans quelque chose qui ressemble à ce qu'étaient les Lumières. Le journal Le Monde dit qu'il livre un roman brillant, fiévreux, sensuel, travaillé par des questions littéraires et existentielles qui transportent loin et marquent longtemps. Richard, donc alors, très bon roman. Moi, je ne l'ai pas lu. J'avoue que je ne connaissais pas, je connaissais son nom, mais je ne connaissais pas son itinéraire. Je poursuivrai la liste de Ziad, en fait, par un livre qui vient de sortir et que j'ai lu, qui est la biographie de Léopold Sédar Senghor, par Jean-Pierre Langelier, aux éditions Perrin. C'est absolument tout ça. C'est-à-dire quand on lit la biographie de Senghor, on comprend aussi ce qu'est cette autre France dont parlait Ziad. C'est une France qui savait comprendre la diversité à une époque où c'était bien évidemment pas du tout comme aujourd'hui. On était dans une époque coloniale, mais je trouve que c'est au fond entre Senghor et lui, il y a une continuité française et on aimerait que cette continuité française résiste aux mauvaises intempéries. Jean-Christophe. Moi, ça me fait penser au sommet Afrique-France dont on parlait il y a quelques semaines et où il y avait ce président Macron qui était face à des jeunes et qui les a challengés, bataillés, voilà. Et on a l'impression que Mohamed Mbougar Sarr aurait pu être dans la salle et apostropher Macron, mais en même temps être dans une sorte de résonance aussi culturelle. Et donc, voilà, c'est très intéressant. Et voilà, on n'a pas encore tout à fait les clés du vote des Goncourt. Hein. Il y avait quand même une belle opposition en face avec Christine Angot, avec Serge Chalandon. Et donc, bravo, il a vraiment gagné par rapport à des candidats redoutables. On n'a plus le temps, Ziad. Le dessin, CAC, pour terminer. On termine avec un sourire. Quand on veut rire, il faut regarder Thibaut Soulcier pour Télérama. Toujours très, très drôle. Et donc, voici remise du Goncourt. Le prix du livre que va vous offrir votre belle-mère à Noël est attribué à... Très drôle, on termine sur ce rire. Merci beaucoup à tous les quatre, Richard Verly, Jean-Christophe Ploquin, CAC et Ziad Limam. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous et n'hésitez pas à réagir sur le hashtag débat F24.